Bienvenue, fidèles de l'émission Majuscule Propos. Très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de 29 ans qui viennent de s'écouler depuis que le génocide commis contre les Tutsis a eu lieu au Rwanda. Malheureusement, 29 ans qui ont vu plus d'1 million de personnes mourir devant les yeux du monde entier. C'est le Rwanda, le petit pays, le petit territoire au cœur de l'Afrique. On va essayer de comprendre les 29 ans qui viennent de s'écouler, qu'est-ce qui s'est exactement passé au Rwanda. Mais si on dit le Rwanda qui fait partie du continent africain et surtout du génocide du plus jamais qui a été prononcé après 1945, qu'est-ce que le monde n'a pas appris? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Rwanda puisse sombrer dans cette tragédie, mais surtout quelles leçons le Rwanda a laissé au monde? Si le génocide s'est arrêté, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé pour que le génocide s'arrête. Il y a des bras, il y a des hommes et femmes qui ont travaillé pour que le génocide commis contre les Tutsis s'arrête. Ce sont les hommes et les femmes du Front patriotique rwandais, mais ces derniers au départ n'avaient jamais vu envisager le génocide parmi leurs plans, en tout cas leur vision du Rwanda. Mais voilà qu'après 1994, il a fallu conjuguer avec les conséquences du génocide commis contre les Tutsis, développer le Rwanda malgré ce tableau sombre que je viens de dresser qui était devant le Front patriotique rwandais en 1994. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé, c'est que le monde a retenu, mais surtout comprendre le travail qui a été abattu, dans quelles conditions et la vision et le mode de gouvernance après le génocide commis contre le Tutsi aujourd'hui pour le Front patriotique rwandais qui également célèbre ses 35 ans d'existence en tant que parti. On va voir les défis et surtout les réalisations qui ont été effectuées au cours de ce parcours. Avec moi dans ce studio, je suis avec l'écrivain, le journaliste Boubacar Boris Diop. Il est sénégalais et surtout, il est panafricain. Bienvenue, Nangadef. Magnifique, merci beaucoup. Merci, Djeredjef, d'être là. Et surtout, je pense que vous passez des moments agréables au Rwanda. Très bien. C'est un pays que je connais bien et que j'aime également. Voilà. Avec nous également, nous sommes avec l'honorable sénateur, le docteur Havunimana Emmanuel. Il est ancien président de la CNLG, là je veux dire la Commission nationale de lutte contre les génocides. Pendant 3 ans, il a dirigé cette institution. Aujourd'hui, c'est un élu du peuple, mais également enseignant à l'université. Il a également occupé des postes de responsabilité à l'université. C'est également un géographe, il faut aussi le rappeler. Il connaît le monde et son histoire. Bienvenue, sénateur. Merci beaucoup. Je précise également que vous êtes membre de la Commission des affaires étrangères au niveau du Sénat. C'est très important, cette précision. Je reviens à vous, Boubacar Diop. Vous êtes journaliste. Vous découvrez le Rwanda en 1998, 4 ans après les génocides commis contre les Tutsis. Déjà, dans quelle situation ou dans quelles conditions, dans quelles circonstances vous découvrez ce pays, vous qui venez de l'ouest de l'Afrique? Oui, mais c'est avec une grande stupéfaction. J'avais entendu parler, évidemment, du génocide. J'avais vu des images horribles à la télé, mais je ne les avais pas vraiment comprises. J'étais comme beaucoup de personnes, à la fois choqué et vivant tout ça avec un sentiment de honte qui, en tant qu'Africain en fait, hein, qui me faisait détourner le regard. Et donc je suis venu, j'ai vu, j'ai posé des questions, j'ai écouté très attentivement et j'ai compris ce qui était arrivé 4 ans plus tôt, parce que je suis venu en 1998. Non seulement j'ai compris cela, mais je me suis mis à relire
l'histoire du continent africain à la lumière tout à fait sinistre du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc, vous avez voulu comprendre du moins l'histoire du continent africain et aussi l'histoire du Rwanda et comment est-ce que on en est arrivé par là. Mais vous vous êtes dit, vous ne vous arrêtez pas là. Vous vous êtes dit qu'à votre tour, il fallait aussi écrire, qu'il ne fallait pas rester dans la stupéfaction, la déception. Vous avez voulu écrire à propos de ce que vous avez vu. Et l'un des endroits où le génocide s'est manifesté le plus atrocement possible, c'était à Murambi, et dont l'intitulé de votre livre, Murambi, les ossements, ça c'est très important, le livre des ossements plutôt. Pourquoi Murambi et pas ailleurs? Voilà, on m'avait demandé de venir et d'écrire. Ceux qui ont organisé ce voyage d'écrivains de différents pays africains, de Djibouti, justement, du Sénégal, du Burkina Faso. Et moi, j'avais le sentiment que peut-être je ne serais pas capable d'écrire. Mais dès que je suis arrivé, au bout de quelques jours, j'ai compris que la seule chose à faire, c'était de témoigner par l'écriture, par le pinceau si on est peintre, par la caméra si on est cinéaste, etc. En tout cas, la culture a son mot à dire après de tels événements. Murambi, parce que j'ai visité beaucoup de sites du génocide, Nyamata, Ntarama, Kigarama, Nyaruboué, à la frontière avec la Tanzanie. La Tanzanie, oui. Mais c'est à Murambi vraiment que j'ai senti le choc le plus brutal d'abord, mais aussi pour le dire comme ça, Murambi, c'est le point de rencontre de tous les acteurs du génocide. Il y a eu une cohabitation. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Oui, voilà, il y a eu une cohabitation entre les victimes et les bourreaux. Partout ailleurs, pratiquement, les bourreaux sont arrivés et ont commencé à tuer. À Murambi, il y a eu, pendant un temps très court, un face-à-face entre les bourreaux et les victimes. Et il y a eu aussi la présence des forces étrangères, puisque Turquoise... L'opération Turquoise. L'opération Turquoise, puisque Turquoise avait... a été cantonné dans la région, pendant longtemps, dans des conditions d'ailleurs qui n'honorent pas l'État français. Et donc, oui, il y avait tout ça. Et j'ai dit, bon, ben, c'est sur ça que je vais focaliser. Alors, sénateur Havdimana, vous êtes sénateur, membre du Front patriotique rwandais. Monsieur Boris Diop parlait de la cohabitation des acteurs de cet épisode macabre plutôt. Le Front patriotique rwandais s'est créé dans des conditions liées à votre histoire personnelle. Vous avez grandi à l'étranger, pas par volonté. Le Front patriotique rwandais a avancé sur le terrain militaire avec une vision particulière du Rwanda que vous, déjà à l'époque, vous compreniez déjà cette vision. Vous étiez déjà grand et responsable aussi. Mais l'épisode génocide n'a jamais été envisagé. C'est vrai, on a connu 59, on a connu 73, et aussi les débuts des années 90, ou dans quelques régions comme dans le Bugesera et dans les Bigogwe, mais on n'imaginait pas que le pire allait arriver. Sénateur, comment est-ce que, en parlant avec les hauts cadres du FPR, comment est-ce que, au niveau du parti, les gens ont vécu
quelque chose qui ne faisait pas partie du plan. Comment est-ce qu'un mouvement politique ou armé arrive à prendre à bras le corps une telle situation et continuer d'avancer, d'exister? C'est très difficile d'expliquer. Le génocide en soi ne s'explique pas. Mais pour répondre à ta question, je dois d'abord partir un peu de mon histoire personnelle. Parce que moi, j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi dans son pays. Je l'ai quitté à l'âge de 17 ans. Au moment des pogroms dans les écoles secondaires, j'étais en 5e normale à ce qui s'appelle aujourd'hui le groupe scolaire de Nyamasheke. À l'époque, il s'appelait l'Institut Saint-Cyprien. Nous sommes à l'ouest du Rwanda. À l'ouest du Rwanda. Et je suis parti en exil à l'âge de 17 ans. Et c'était en 73. Très important de le rappeler parce que le contexte sociopolitique de l'Afrique à l'époque, c'était un contexte de libération des dernières colonies, notamment portugaises. C'est l'époque où le MPLA luttait pour l'indépendance. Vous êtes en Angola? En Angola, c'est l'époque où le Frélimo au Mozambique aussi luttait pour son indépendance. C'est l'époque où les pays africains s'étaient ligués pour créer ce qu'ils appelaient les pays de la ligne de front. C'était la Tanzanie, c'était la Zambie, et de Kenneth Kaunda à l'époque. C'était d'autres pays comme le Zimbabwe quand il a obtenu l'indépendance. Des pays qui la Rhodésie du Nord, du Sud plutôt. Oui, c'était la Rhodésie du Sud. Mais la Rhodésie, c'était une république blanche qui avait proclamé unilatéralement son indépendance en 1965 avec Ian Smith. Et ça deviendra le Zimbabwe après l'indépendance en 1979. Et je disais cela parce que à l'époque, quand j'arrive en exil, dans la communauté rwandaise, plane un sentiment de désespoir, de déception. Il n'y a pas d'organisation politique comme telle. Les dernières attaques des Inyenzi dataient de 1968. Ils avaient été défaits à Bweyeye, en préfecture de Gikongoro, l'actuel district de Nyaruguru. Les dernières attaques significatives des Inyenzi dataient de 67-68. Alors, cette période de 1968 jusqu'au début des années 80, presque une douzaine d'années, dans les communautés réfugiées rwandaises à l'étranger, dans les 4 pays limitrophes et au-delà à l'étranger, chacun cherchait une solution d'intégration locale, se faire naturaliser, émigrer en Europe ou au Canada. Il n'y avait pas d'espoir de retour au Rwanda. Ce sont des démarches... Au niveau politique, il n'y avait rien. C'était des démarches pour tourner complètement le dos au Rwanda. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je dis que c'est une période de désespoir. Oui, parce que chacun cherche à trouver une solution personnelle, mais le sentiment communautaire rwandais disparaît progressivement. Dans certains pays même où les Rwandais étaient très intégrés, comme l'ancienne Zaïre, ils sont considérés comme Zaïrois. L'esprit patriotique, le besoin de retrouver une patrie n'était pas très fort chez beaucoup de nos collègues, de nos concitoyens qui étaient Zaïrois. Même chose à l'Est, en Tanzanie. Nyerere avait procédé à une naturalisation massive des Rwandais en 1974.
les réfugiés rwandais avaient été massivement naturalisés. Au Burundi, on avait naturalisé uniquement les cadres, certains cadres dont le pays avait besoin. Les réfugiés instruits qui étaient au service du gouvernement burundais, pas tous, parce que, étant donné les dimensions du pays aussi, on ne voulait pas qu'on naturalise à peu près, à l'époque, on comptait dans les 300 000 réfugiés rwandais au Burundi. Donc là, je voulais dire tout simplement que cette période de 1968 au début des années 80, en 1980, est une période plus ou moins sombre dans l'histoire des réfugiés, où il n'y a pas d'organisation politique, il n'y a pas de sentiment d'organisation, d'un retour au pays. Le président Habyarimana a accédé au pouvoir en 1973. Il n'a rien fait pour appeler les réfugiés qui étaient partis en 1959, ce qui aurait contribué à résoudre le problème des réfugiés si Habyarimana avait eu le courage de les appeler à revenir au Rwanda. Pas nécessairement pour les installer dans leurs biens, mais aussi on pouvait les installer même dans le parc national de la Kagera, ou au moins leur permettre d'avoir des papiers d'identité dans les pays où ils résident, d'avoir des droits, de pouvoir voter, vivre à l'extérieur, avoir un passeport rwandais. Tout le monde ne serait pas rentré. Certains peut-être auraient pu rentrer, mais pas tous. Donc ce problème-là est le problème qui a amené à la naissance du Front patriotique rwandais n'aurait pas eu lieu si la deuxième République de Habyarimana avait pris à bras le corps le problème de la résolution de la question des réfugiés. À un certain moment, je me rappelle, en 1986, j'étais enseignant dans une école secondaire du Burundi. Il y avait un magazine publié par le Haut Commissariat des réfugiés. Le magazine lui-même s'appelait Réfugiés. Il était distribué gratuitement. Et j'ai lu dans ce journal que les plus anciens réfugiés africains, c'était les Rwandais. En 1984, ça faisait 25 ans que les Rwandais étaient en exil dans les pays limitrophes et même plus loin. Alors, il y avait une question, comment résoudre ce problème? Comment est-ce que ces gens vont... Justement, c'est dans cette situation... Je vais arriver à ce qui a amené à la naissance du Front patriotique. Justement, c'est la suite de toutes ces problématiques, tout ce besoin-là d'appartenance à une nation, à un pays, retrouver le sol, retrouver ses droits, où certains n'étaient pas restés dans le confort dans les pays d'accueil. Oui. De plus en plus, ce besoin se faisait ressentir de retrouver un pays. Mais, sénateur, tout de même, le Front patriotique rwandais, il est né de cette volonté-là et de tous ces besoins qui se présentaient. Mais il y a quand même chaque mouvement né avec une vision claire. C'était quoi, vers la fin des années 80, avec la naissance du FPR, la vraie vision qui était même le pilier de sa naissance? Le FPR a ce que je pourrais considérer comme ses grands frères, des ancêtres. Il y a eu une organisation qui s'appelait RANU. RANU signifie, c'est en anglais, Rwanda Alliance for National Unity. Rwanda Alliance for National Unity. C'était une organisation de réfugiés rwandais vivant au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, un petit groupe d'intellectuels qui ressentaient la possibilité, qui ressentaient ce sentiment d'organiser la communauté réfugiée à l'étranger. Je me rappelle que même en 1982, j'étais alors à l'université du Burundi, il y a eu une délégation qui est venue
nous contacter, c'est-à-dire nous, les étudiants rwandais au Burundi. J'étais membre du comité de ce qui s'appelait l'ARB, Association des étudiants rwandais du Burundi. Et dans une grande discrétion, on nous a donné le programme d'Uranu en 82. Il n'y avait pas beaucoup... c'était juste des idées, le droit retour, l'unité nationale, la sensibilisation de la communauté rwandaise, et l'amitié entre la fraternité, développer ces liens de fraternité entre les membres de la communauté en exil. C'était pratiquement ça. Il n'y avait pas d'option militaire à l'époque. Il n'y avait pas de possibilité. C'était pour créer une organisation qui pourrait être un interlocuteur avec la société civile et les ambassades éventuellement, se faire connaître à travers la presse, qui pourrait présenter la question rwandaise sur la scène internationale. C'était ça. Et c'est avec ça que l'on a eu, ça les gens l'oublient parfois, en 1988, la conférence de Washington. En 1988, les réfugiés rwandais du Burundi, de l'Ouganda, de la Tanzanie, je pense aussi du Zaïre, des délégations, peut-être 3-4 personnes par pays, se sont retrouvées à Washington avec comme invités à cette table ronde tous les pays limitrophes du Rwanda, plus le Rwanda lui-même, plus le Kenya, plus la Belgique, ancienne puissance colonisatrice, plus l'Allemagne, le pays avec lequel nous avons aussi une histoire, étant donné que l'Allemagne a été la première à conquérir le Rwanda, plus le pays hôte, les États-Unis. Donc, je récapitule, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique et les 4 pays limitrophes du Rwanda, plus le Kenya. C'était les délégués officiels à cette table ronde. Tout le monde répondra à l'invitation, à l'exception du Rwanda. C'était pour... Bon, la conférence avait été organisée par des Rwandais, mais avec le soutien d'un certain Roger Winter. Je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose. Oui, mais docteur... Mais je voulais dire que c'est avec cette couverture médiatique, la question va être connue, mais le manque de volonté du gouvernement rwandais de s'asseoir, de dialoguer, de participer à cette table ronde a amené d'autres personnes à envisager une option militaire. Le FPR va naître, l'attaque du 1er octobre 1990, c'est la guerre de libération qui commence en 1990, et tout le monde entier va... L'option qui n'a pas été envisagée en premier a été optée, l'option Z. L'option Z, oui, c'est ça. Ça a été la seule solution parce que le dialogue, le gouvernement rwandais ne voulait pas entendre parler de dialogue avec des réfugiés sans être forcé militairement à le faire. Nous sommes, Monsieur Diop, nous sommes dans une région de l'Afrique centrale, quand même, où le Rwanda est un pays francophone, avec à côté celui qu'on a appelé le grand frère, le Zaïre, qui était juste à côté. Nous connaissons les relations intimes qui existaient entre les chefs d'État. On a également le Burundi au sud, où la situation sociopolitique n'était pas au beau fixe, dans les années 90, où même on a connu certains coups d'État à l'époque déjà. Tout ça, nous étions dans un climat vraiment latent. Est-ce que du côté de l'Afrique de l'Ouest ou l'autre partie de l'Afrique, quelle connaissance avez-vous de la situation qui prévoyait dans cette partie de l'Afrique? Mais aucune. Et je vous dirais d'ailleurs qu'aujourd'hui, cela n'a pas changé.
c'est la fragmentation du continent. Nous autres Africains, nous avons le sentiment d'être, où que nous soyons, en Afrique ou ailleurs, au fond, au seul et même peuple africain, il y a un profond sentiment de solidarité. Mais à l'épreuve des faits, ce qui prévaut, c'est l'ignorance mutuelle. Vous parlez aux Africains du Rwanda, du Sénégal, eh bien, ils n'en savent pas beaucoup. Et ça marche dans l'autre sens. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec l'explosion de Internet, ça a tendance à s'améliorer. Mais dans ces années-là, on n'avait vraiment pas de moyens d'accéder à la connaissance en ce qui concerne Alors, moi, ce que je retiens surtout, c'est que, au fond, le Front patriotique rwandais, il naît très peu de temps avant la fin de la guerre froide. Très peu de temps avant tout ce mouvement international la chute du mur de Berlin. Oui, voilà, c'est la chute du mur de Berlin, de solidarité. Et donc, les gens n'étaient pas... au fond, il y avait une espèce d'internationalisme militant. Et bon, moi, dans ma génération, nous parlions de ce qui se passait en Mongolie, de ce qui se passait dans la Sierra Maestra, de ce qui se passait en Amérique latine, un peu partout. Mais le Rwanda, on n'en parlait pas du tout. Il y avait vraiment une grande ignorance. Aujourd'hui, je sais, comme vient de le dire monsieur le sénateur, je sais qu'il y avait la RANU et puis l'UNAR qui s'inscrivaient dans ce mouvement de libération nationale, mais il venait au dernier moment. Et j'ajouterai pour finir que ça a peut-être été la chance du FPR, parce qu'à un moment donné, tous les mouvements de libération étaient supposés s'inscrire dans une doctrine marxiste-léniniste, se réclamer soit du maoïsme, du trotskisme, etc. Quand je m'intéresse à ce qui s'est passé au Rwanda, j'ai l'impression que le FPR a échappé à cela. Il a su se donner une identité à lui, une vision propre à lui. Oui, mais quand le FPR arrive, ça s'est démodé. Donc la question ne se pose même pas. Et donc ça permet au FPR d'être un grand mouvement de masse, un mouvement d'unité nationale, parce que finalement, le marxisme, qu'est-ce que ça a fait ? En fait, vous avez un mouvement avec des factions marxistes là-dedans, des clans, mais très rapidement, ça explose. Ici, je pense que l'unité du FPR a pu être préservée grâce au fait que sa démarche s'inscrivait en dehors de cette idéologie, voilà, avec l'aide qu'on reçoit soit de Pékin, soit d'Albanie, soit de Moscou, et le contrôle que ces grandes puissances ont sur les mouvements de libération. Je pense que ça a été très bien. Voilà, le FPR, quand même, dans sa démarche vers le pouvoir, vers la libération du Rwanda, d'apporter ce renouveau-là, ce nouveau vent qui devait souffler sur le Rwanda. Docteur, c'est sur les cendres, je peux dire, du Rwanda qu'arrive le FPR. En fait, je voudrais revenir un peu à ce que Boubacar Diop vient de dire. C'est très important parce que le FPR a eu la chance de naître au moment où la guerre froide était presque terminée, avec la chute du mur de Berlin, qui a chuté en qui était comme symbole de la fin. Oui, je le dis parce que avant, dans les années 60, tout au début de ce qui a été appelé la pseudo-révolution de 1959,
l'UNAR, Union nationale rwandaise, parti monarchiste, était appelé un parti communiste. Par qui? Par les colonisateurs belges. Voilà, c'est très important. Par la colonisation belge. Ce n'est pas l'UNAR qui s'appelait parti. Non. Il était indexé. Indexé, voilà, indexé. Et oui, on l'appelait communiste. Pour quelle fin, docteur? Il faut être aussi précis. Quand on t'appelle tel, c'est quoi le... La raison, c'est celle-ci, c'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la naissance du sentiment d'indépendance et la volonté de la naissance des mouvements de libération, que ce soit en Afrique ou même en Asie, les mouvements de libération qui naissaient à l'époque tournaient les yeux vers qui? Vers Moscou ou vers Pékin. Je ne voudrais pas ici revenir à la Kalachnikov. C'est une arme qui a libéré l'Afrique. Et la Kalachnikov était complètement inconnue en Occident. C'est une arme soviétique. Alors, toute personne... Le AK-47. Oui. Toute personne qui réclamait l'indépendance en Afrique ou ailleurs était considérée comme pro-Moscou, communiste. Et c'était même bizarre pour l'UNAR, parce que dans l'histoire du monde, nulle part dans le monde, la noblesse n'a jamais été communiste. Je vais essayer de dire la noblesse tutsi, qu'on appelait communiste. Et la noblesse est toujours bourgeoise, capitaliste. Alors là, c'était la méthode de qui veut noyer son chien. Oui. Voilà. Qui veut noyer son chien, l'accuse d'orage. Alors, les membres de l'UNAR étaient considérés comme des hommes sans foi ni loi, qui, en Kinyarwanda, les appelaient Abazira Rumenyetso, c'est-à-dire des gens qui ne font pas le signe de la croix. En même temps, ce n'était pas peut-être aussi... nous sommes dans un contexte... Et nous avons la chance qu'en 1987, à la naissance du FPR, cela n'existait plus. C'était une autre époque, c'était un autre temps. Monsieur Diop, quand même, il faut dire que le FPR, il arrive avec des cicatrices de ce qu'a été la colonisation, les plaies de ce qu'a été la colonisation, mais également il vient dans un pays, retrouver un pays qui déjà lui-même est enchaîné par les conséquences même de cette colonisation, qui vit dans un cycle d'une certaine idéologie apprise, retenue de l'époque coloniale. Est-ce que c'était aussi une époque où il fallait couper le pont entre le Rwanda et son passé? Oui, mais sauf que quand on parle des traces de la colonisation au Rwanda, comme on dit, comparaison n'est pas raison, mais tout de même, vous prenez un pays comme le Sénégal, c'est 5 siècles de présence étrangère. 5 siècles. 5 siècles. Chez nous, c'est 80 ans. Ben justement, ça fait une très grande différence. Le premier Européen qui arrive, c'est en 1444, tu vois? Au Sénégal, portugais, Dinis Diaz. Ici, c'est presque au début du XXe siècle. C'est tellement différent. Fin 19e. Voilà, je pense que ça, quand même, il faut garder cette donnée historique-là à l'esprit. Mais ce qui est certain, comme vous le dites d'ailleurs très, très souvent, je l'ai remarqué, le FPR arrive avec quelque chose qui n'avait pas été prévu. Et c'est le génocide. C'est avec ça que ce mouvement doit dealer. Un pays... Ça ne faisait pas partie du plan. Ah ben absolument pas. On n'a jamais vu ça arriver. Absolument pas. On crée un mouvement de libération. Avec une vision quelconque. Oui, justement, pour rentrer dans son pays avec un programme, le reconstruire. Mais lorsqu'on arrive et qu'il n'y a plus de pays, lorsqu'on arrive et que pratiquement
mais vraiment une partie importante de la population a été massacrée. Lorsque les survivants ne savent même plus où ils en sont, vous arrivez. Je vous promets que ce n'est pas facile de se relever de cette situation. Je sais pas pourquoi j'ai dit il arrive, c'est sur les cendres que les FPR arrivent, libèrent le Rwanda. Tout à fait. Et le fait que tout le monde ait lâché le Rwanda, l'Afrique comme l'Occident, mais ici, l'Occident qui aime tellement donner des leçons, c'est discrédité aux yeux des Rwandais, et je pense que cela a permis à ce pays-là de se lever et de marcher tout seul, de regarder en face, au fond, tous ces donneurs de leçons, en particulier de leçons de morale, et de leur dire, mais vous nous avez laissé mourir sans lever le plus petit doigt. Il y avait un certain nombre de casques bleus ici au début du génocide. Au lieu de renforcer ces troupes, comme vous l'a demandé le général Dallaire, vous avez au contraire décidé, vous les avez retirés. Vous êtes partis avec vos animaux de compagnie et vous nous avez laissés mourir. Mais avec ça, vous regardez n'importe qui droit dans les yeux et vous lui dites, mais écoutez, de quoi je me mêle? Et je pense que, bon, ça a permis quand même au Rwanda de faire face à son destin, quoi. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas nager, vous le jetez à l'eau en le poussant par derrière, mais il est bien obligé d'essayer de survivre. Quoi. Et cette logique de survie, moi, je crois que ça a joué dans la reconstruction spectaculaire du Rwanda. Voilà, la reconstruction spectaculaire, vous en parlez, c'est également une date importante. Votre arrivée au Rwanda, la découverte du Rwanda, 98, sénateur, ça correspond à ce qu'on a appelé Ibiganiro byo mu Rugwiro en 98. C'est une date importante pour le FPR et d'autres organisations de mettre en place, comme dit, une feuille de route pour le nouveau Rwanda ou pour une nouvelle direction du Rwanda. La vision même, le FPR qui venait de prendre le pouvoir, mais qui a dit qu'il fallait conjuguer également avec d'autres forces, d'autres personnes également pour faire avancer le pays. J'aimerais bien qu'on puisse suivre Jean-Paul Kimonyo. Il est écrivain et il est également... Il a écrit sur le Rwanda et surtout la transformation socio-économique du Rwanda d'après 1994 et surtout de la vision que le FPR a eue à cette époque-là pour avoir un nouveau Rwanda. On va suivre le docteur Jean-Paul Kimonyo. Ces trois processus dont vous parlez sont extrêmement importants. C'est les processus qui ont amené un changement profond au Rwanda. Et ce changement profond-là, c'est lui qui a permis la transformation du Rwanda ultérieurement. Il faut se rappeler un petit peu la situation qui prévalait avant. Les deux ou trois premières années après le génocide et la libération du pays, il y avait le chaos, il y avait les crises sécuritaires, crise humanitaire, avec les rescapés du génocide et le dénouement le plus total. Mais assez rapidement, la situation, après 2 ans, il y a eu une espèce de réhabilitation, une certaine stabilité est revenue, légère. Et un certain nombre de gens, notamment les cadres du parti et d'autres gens qui voulaient le bien de leur pays-ci, ont commencé à sentir que le pays était dans une impasse. Impasse politique d'abord, avec le gouvernement de transition, avec des discordes qui n'en finissaient pas, des désertions, des trahisons, voilà, d'une part. Impasse aussi au niveau de la gouvernance, avec beaucoup de membres du gouvernement aussi qui faisaient preuve de corruption ou d'abus de pouvoir.
impasse au niveau de la sécurité quand même, parce qu'il y avait encore beaucoup d'insécurité, et puis aussi impasse parce que les gens avaient peur les uns des autres, et vraiment il y avait un sentiment que le pays n'avançait pas. Mais maintenant, de façon assez particulière aussi, une colère a commencé à monter contre un certain nombre de cadres supérieurs du parti, et notamment des dirigeants du parti. Et là, la critique a commencé à monter de façon extrêmement intense à partir de 1997. Mais pour être fair, la critique aussi a commencé aussi à l'intérieur du parti même. Mais à l'intérieur du parti, les discussions étaient très franches, mais à chaque fois, les solutions étaient plutôt bureaucratiques. Un comité, un code d'éthique et tout cela. Et quand ces critiques-là se faisaient, les critiques étaient toujours de façon générale. On ne pointait jamais le doigt sur qui était responsable de ces problèmes-là. Et le parti est arrivé à un moment de crise, notamment une crise interne aussi. Et donc le parti a décidé d'organiser un congrès, même si ce n'est pas le nom qu'on avait donné à ce congrès-là, donc Kichukuro 1. Kichukuro 1 qui a été très important, mais qui s'est fait dans le calme et qui n'a pas vraiment satisfait les cadres du parti. La chose la plus importante qu'a fait Kichukuro 1, ça a été le vote des instances. Et pendant ce vote-là, les membres du parti ou les dirigeants du parti qui étaient teintés par des accusations de malversation ou de mauvaises pratiques ont été écartés. Mais ils ont été écartés un peu dans le non-dit. Et malgré une nouvelle direction politique, c'est à ce moment-là d'ailleurs que le vice-président, ministre de la Défense de l'époque, est devenu président du parti, les cadres n'étaient toujours pas satisfaits. Et donc la critique a continué aussi bien, et donc le parti a décidé d'organiser Kichukuro 2. Et cette fois, Kichukuro 2 était organisé de façon à ce que tout soit mis sur la table. Jean-Paul Chimonyo, sénateur, c'est très important c'est un tableau qu'il vient de dresser. Quand on regarde le Rwanda d'aujourd'hui en 2023, 29 ans après le génocide commis contre les Tutsis, avec une année aussi où le FPR célèbre 35 ans d'existence, pour la jeune génération, elle peut croire que les choses étaient celles qu'elles sont aujourd'hui quand même. Et à la fin du génocide, en juillet 1994, tout le monde disait que le Rwanda allait être ce qu'on appelle actuellement un failed state. Failed state, c'est-à-dire un État qui a failli, inexistant, insignifiant, qui n'a pas d'avenir. Premièrement, 3 millions de réfugiés avaient traversé la frontière et se retrouvaient au Zaïre, au Burundi, en Tanzanie. 800 000 anciens réfugiés venaient de rentrer dans le pays. Les campagnes rurales étaient désertées. Les chiens erraient partout et dévoraient les corps des personnes tuées pendant le génocide. C'était une scène de chaos, de désordre. Les miliciens, se cachaient parfois dans certaines régions. Et en plus de ça, la France arrive et empêche au Front patriotique rwandais d'occuper tout le pays. C'est la création de la zone turquoise, au sud-ouest du Rwanda. Les anciennes préfectures du Kongoro, Cyangugu et Kibuye échappent au contrôle du FPR et deviennent une zone de réorganisation de l'armée vaincue. L'horizon était vraiment céleste. Personne, c'est pourquoi il y avait même une chanson dans les camps de réfugiés au Congo où il disait « Rwigere urume ». Pour Boubacar Diop, ça signifie « essaye-le comme un vêtement, essaye-le et rends-le-moi ». Essaye-le, c'est comme si on disait au FPR « essaye de diriger le pays et rends-le-moi dans une période de
comme un enfant qui prête son boubou à son camarade, essaye-le et rends-le-moi. C'était la chanson qui était en vogue dans le cas de réfugiés à côté. Donc le pays était complètement en cendres. Les banques avaient été vidées. Il n'y avait pas un seul sou dans la banque centrale. Les banques commerciales, la même chose. Il fallait partir de rien. Les jeunes générations, ça fait aujourd'hui 29 ans, 30 ans. Le dernier recensement a montré que 60% de la population rwandaise a moins de 30 ans. C'est-à-dire, les gens qui me suivent, malheureusement, très peu maintenant comprennent le français. Ils sont beaucoup plus à l'aise en kinyarwanda ou en anglais. Mais les jeunes générations, nos enfants, qui ont moins de 30 ans, croient que les choses étaient faciles. Loin de là, c'est très... Et même à l'étranger aussi, on connaît le Rwanda un peu tard, ou le Rwanda aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui, on ne lie pas le Rwanda au génocide, forcément. On le lie à d'autres réalisations. Et c'est ça. Et les gens oublient peut-être que le Rwanda aussi est passé par ce chemin. C'est ça. À la fin du génocide, quand tu allais à l'étranger, la première question qu'on te posait, c'était de te demander, tu es Hutu, tu es Tutsi. Tu es Hutu, tu es Tutsi. Maintenant, quand tu vas à l'étranger, quand tu rencontres les étrangers, la première question, c'est de te demander, comment va Kagame? C'est comme ça. C'est la question qu'on te pose, comme si c'était ton voisin de palier. Alors, c'est un pays qui a eu maintenant une très bonne image extérieure. Et je ne vais pas me vanter, mais les étrangers qui sont ici le disent eux-mêmes. Quand vous voyagez dans certains pays africains et que vous revenez au Rwanda, vous voyez la différence. Notamment ce qui concerne la technologie, la propreté de la ville, la verdure. Et en général, une certaine discipline de la population, la sécurité, c'est-à-dire que tu peux te promener avec ton téléphone sans avoir peur de te le faire arracher. La possibilité de circuler à toute heure du jour, même à minuit, tu peux sortir de chez toi et aller où tu veux à pied. Cela, ce n'est pas dans tous les pays d'Afrique que l'on peut avoir une telle sécurité. Alors, Monsieur Diop, c'est certains médias, certains livres n'ont pas hésité à écrire, à parler du miracle rwandais parce que la description de la situation, du changement, de la transformation qu'a connu le Rwanda après 1994, avec ses pleurs, son deuil, ses millions de morts, n'a pas empêché le FPR qui était à la tête, qui a pris le leadership, à avancer, ou à faire avancer les choses en tout cas. Comment est-ce que cette situation est observée de l'extérieur? Vous côtoyez d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément le Rwanda autant que vous. Vous avez connu ce Rwanda-là qui n'est pas celui d'aujourd'hui et vous connaissez le Rwanda d'aujourd'hui. C'est quoi la lecture que vous faites? Êtes-vous toujours du côté de gens qui pensent que c'est un miracle ou vous vous dites il y a quand même des gens qui sont derrière tout ça? Mais vous savez, le génocide contre les Tutsis au Rwanda a eu la particularité d'une très grande médiatisation. C'était vécu à la fois en direct et de loin. Et le mot Rwanda avait une résonance très malheureuse. C'était des montagnes de cadavres, des chiens qui se nourrissent de chair humaine. Et puis, bon, une grande difficulté à comprendre la situation politique. Mais ce qui restait, c'était la perception d'un pays ensanglanté, livré à lui-même. Et aujourd'hui, ce qui a changé, et c'est pour ça qu'on peut parler de miracle, au fond, c'est le narratif. Quand on parle du Rwanda, monsieur le sénateur vient de le dire, au fond, on ne pense plus à des corps amoncelés, on pense à des performances économiques. On pense à un cadre de vie sain. Et beaucoup de jeunes
Et moi, je dis heureusement qu'il y a tant de jeunes qui sont nés après le génocide, parce que les plus grands admirateurs du président Kagame, ce sont les jeunes Africains. Il faut bien regarder sur les réseaux sociaux. Et donc, ce pays, au fond, qui aurait dû être aujourd'hui, pour le dire ainsi, sous assistance respiratoire, dans une longue agonie, avec des étrangers venant donner des ordres, faites ceci, ne faites pas cela, eh bien, c'est non seulement un modèle de fonctionnement d'un État, mais mode de gouvernance. Mais aussi de souveraineté. Oui, de gouvernance. Autorité d'indépendance. Vous savez, en fait, ce qui est particulier avec le Rwanda, c'est que finalement, il ne laisse personne indifférent. Il y a toutes les personnes qui admirent le Rwanda, la manière dont il va de l'avant, avec ses difficultés. Ce n'est pas un pays parfait, mais on sent vraiment que le peuple est au travail grâce à un leadership exceptionnel. C'est très important ce que vous dites. Mais en même temps, M. Boris, vous dites le peuple est au travail. Oui. On sait que c'est le leadership qui donne le ton. Oui, oui. Est-ce que pour vous, cela veut dire qu'il y a un mariage parfait entre le peuple et ses dirigeants, une compréhension l'un de l'autre? Je crois qu'en réalité, il y a plusieurs façons de gouverner. On gouverne juste comme l'on est. Ça dépend de quel genre de pari on fait. Si on gouverne en faisant un pari sur ce qu'un peuple a de pire, au fond, on encourage la pagaille, on encourage la corruption. C'est ça, surtout ça. C'est-à-dire, c'est que soi-même, en tant que dirigeant, on est corrompu. C'est ça. Et on se sent à l'aise dans le système. Ouais. Mais si vous avez un leader qui donne l'exemple, à qui on peut faire tous les reproches qu'on veut, mais à qui on ne peut pas reprocher de ne pas sentir sur ses épaules les responsabilités qu'il doit assumer, à qui on ne peut pas reprocher d'être corrompu, etc. Mais finalement, je crois que les peuples sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais ils ont besoin d'éprouver du respect pour leurs dirigeants. Si vous avez des dirigeants qui vous demandent de faire ceci et qui eux-mêmes font le contraire, mais évidemment, vous installez la pagaille. Et donc, le vrai problème, pour terminer sur ce point précis, le vrai problème, c'est que, au fond, vous avez beaucoup de gens qui aiment le Rwanda, qui l'admirent, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui haïssent le Rwanda. Qui ne s'en cachent pas, à tort ou à travers, et qui font des films, des livres, des déclarations, qui vous disent que Kagame est un dictateur, en semblant croire vraiment que Kagame, c'est un peu comme Idi Amin Dada, quoi. Un dictateur sanguinaire, une vie de débauche, etc. Ça veut dire qu'au fond, on se moque un peu de notre intelligence. Nous voyons bien que cela n'est pas vrai. Or, ce qui fait que cette haine est si intense, c'est que finalement, ces gens auraient bien voulu pouvoir éprouver de la pitié, voilà, c'est ça, de la compassion ou du mépris pour le Rwanda et ses dirigeants. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Le mépris, ça part d'un sentiment de supériorité. Or, ce sentiment de supériorité qui fait qu'on a pitié, quoi, ils ne peuvent pas l'éprouver. Et comme quand même, ils ne contrôlent plus la situation dans ce pays, comme ils la contrôlent dans de nombreux autres pays africains, évidemment,
voilà, il faut en fait diaboliser. C'est ça. Voilà. Vraiment, c'est le mot. Ouais, exactement. Diaboliser celui qui dirige le pays, parce qu'il ne faut pas qu'il donne l'exemple aux autres. Voilà, c'est Voilà. tout ça. C'est vraiment la question de la souveraineté. Le mauvais exemple Voilà. à éviter. Le mauvais exemple à éviter. Voilà, malheureusement, le temps n'est pas toujours avec nous, mais on aura compris en tout cas que ce soit le chemin parcouru par le FPR, l'histoire du Rwanda aussi, on est allé un peu plus loin que la naissance du FPR. On a compris également le renouveau du Rwanda, la renaissance du Rwanda après 1994 et aussi les causes qui ont amené le Rwanda à la catastrophe, sinon la tragédie que le Rwanda a connue. Merci beaucoup à tous les deux. Boubacar Boris Diop, je rappelle que vous êtes journaliste sénégalais, vous êtes également écrivain. Vous avez écrit Murambi, le livre des ossements. Vous qui avez découvert le Rwanda en 1998, je le rappelle. Sénateur Havudimana Emmanuel, vous êtes membre de la commission des affaires étrangères au Sénat. Vous êtes également membre du Front patriotique rwandais. Vous êtes également académicien, c'est très important de le signaler à tous les deux. Au sénateur Havudimana, j'ai dit Murakoze, merci beaucoup. Merci. Et à vous, monsieur Boubacar, j'ai dit Djerejef. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde, à toutes les équipes au niveau de la régie. Grand merci à Gustave Murunziza et tout le monde qui a participé à cette émission. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro majuscule propos.